Bonjour à tous, bienvenue sur l'actu matin. Ce matin, vous connaissez l'actualité largement dominée, notamment par la révision de la Constitution. Les députés ont procédé la semaine écoulée à la révision donc, de la loi fondamentale en y apportant beaucoup de changements. On va en parler notamment avec le commentaire de Franck Aounou. Et puis, lors de nos débats, on va évoquer la pertinence des différentes modifications à apporter. Mais avant cela, la une des journaux déjà qui vous prépare justement à l'essentiel à retenir et lu par les quotidiens au sujet justement de cette actualité-là. On y passera rapidement un coup d'œil en attendant les détails de fin d'émission avec la revue de presse, dont un invité pendant cette matinale, Fousseni Tanko Banakoroji, écrivain. Il est prix Grand Prix littéraire du Bénin pour l'édition 2024 avec un de ses ouvrages. On parlera de ça et on va examiner notamment dans sa production la place de la femme et le regard de la société sur la femme, en tout cas sur celle spécialement qui n'ont pas d'enfants. Notre rendez-vous avec notre invité ce sera dans environ 45 minutes. D'ici à là, on va faire rapidement une petite pause, le temps de revenir par ici, vous proposer la une des journaux, puisque justement, les quotidiens sont toujours en train de venir. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Carlos Soké, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signants, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Nous sommes là donc pour la une des journaux ce matin. On va ouvrir avec notamment Fraternité ce matin, puisque c'est par là que nous commençons quand on est sur 43 Bénin, c'est le quotidien Maison. Fraternité, donc révision de la Constitution, 90 voix pour le oui. A mise en manchette le quotidien de Ménotin, création du Sénat, septennat pour les présidents de la République et un mandat de 7 ans renouvelable pour les députés, les conseillers municipaux et communaux. Étude comparative de l'ancienne et la nouvelle constitution, notamment à découvrir dans les colonnes de Fraternité. Dr Muriel Amoussou sur le diabète, cette maladie peut entraîner de graves complications à une personne affectée. Pardon, l'édito signé Anissé Carlos Soké. Eh bien, il faut zoomer pour mieux voir le requiem pour les démocrates. Dynamisme Info, révision actée de la Constitution au Bénin, les intérêts des acteurs politiques au premier plan, le peuple au second. Nouvelle lettre ouverte, pardon, modification de la Constitution, une révision du développement et du bon sens collectif. Bénin intelligent, septennat, Sénat, alignement, la nouvelle architecture politique du Bénin. Le journal Les 4 vérités, lutte contre les stupéfiants au Bénin, 165 plaquettes de cannabis saisies près de Mananville. Le matinal, Assemblée nationale, la Constitution du Bénin, à réviser. Le journal vous propose les coulisses de tractation au niveau donc du Parlement.
le potentiel, révision de la Constitution change de visage des pouvoirs redistribués. La nouvelle tribune, Assemblée nationale, la révision constitutionnelle validée, l'opposition dénonce, notre pays avance et aucun sacrifice ne sera de trop. D'après donc Louis Vlavonou, les obstacles au développement du Bénin enfin levés. Moins de 24 heures après, l'honorable Sounou Bokeh Soumaïla annule sa démission. C'est un membre du Parti Les Démocrates, en effet. Dabarou, nouvelle constitution béninoise, président, député et maire, désormais 7 ans de mandat. Le quotidien Le Meilleur. Après la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 par l'Assemblée nationale le vendredi dernier, le mandat du président de la République passe de 5 à 7 ans renouvelable une seule fois. Matin libre, ralliement à la rupture et trêve politique, quel sort pour les clébés de la mouvance. Assemblée nationale, la Constitution a encore retouchée, notamment les députés, les dessous du zèle révisionniste, modification des mandats, omerta avant l'adoption, excite la contestation de l'action gouvernementale. Visa Info, partenaire, mettons un bus flambant neuf offert au Guépard du Bénin. Le Soleil Bénin Info, révision constitutionnelle au Bénin, une nouvelle constitution dans les mains des citoyens. Le Matin, livre va bientôt paraître, Bernardin Cardinal Ganti, missionnaire africain au Vatican. La Cloche, nouvelle révision de la constitution au Bénin, le mandat présidentiel passe de 7 ans à 7 ans, renouvelable une seule fois. Révision de la Constitution, nous sommes avec la boussole, le Bénin prend enfin son envol. Nous passons à Fraternité pour la deuxième lecture. Révision de la Constitution, 90 voix pour le oui. La création du Sénat, septennat pour les présidents de la République et un mandat de 7 ans renouvelable pour les députés, les conseils municipaux et communaux. Docteur Muriel Amoussou sur le diabète. Cette maladie peut entraîner de graves complications à une personne affectée. Vous avez l'édito signé Alice Carlos Oke. Mettons le requiem pour les démocrates. C'est donc la une des journaux ce matin. Je vous propose qu'on passe au bulletin d'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à tous. Le dialogue et la paix en Afrique de l'Ouest. Le cardinal Pietro Parolin reçu par le ministre des Affaires étrangères du Bénin. Olusegun Adjadi Bakari s'est entretenu avec le secrétaire d'État du Vatican, visite à Cotonou. L'audience a permis en tout cas de réaffirmer la qualité exceptionnelle des relations bilatérales et de souligner le rôle du Bénin dans la stabilité régionale. Et puis visite de terrain du ministre conseiller chargé de la Défense et de la Sécurité, Archidic Badamassi, est allé constater le niveau d'avancement des différents travaux sous la rupture dans le département de la Takura, de la cité administrative au bloc de dortoir de lycée militaire des jeunes filles général Mathieu Kérékou de Natitengoum. Aucun chantier n'a été oublié par Archidic Badamassi. Voici le bulletin. Le Centre national de sécurité routière, en prélude à la commémoration de la journée mondiale du souvenir des victimes annoncée pour hier à Dassazoumé, a réuni vendredi donc à Cotonou. Familles de victimes, autorités et acteurs de la sécurité routière, Florence. Oui, Tanguy, c'est un rassemblement pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie sur les routes et rappeler l'urgence de prévenir des accidents qui font encore plus d'un millier de victimes chaque année au Bénin. La cérémonie s'est déroulée sur le terrain du centre EIA Reportage. C'est un moment de recueillement. Ici, familles endeuillées, acteurs de la sécurité routière et citoyens solidaires se retrouvent pour raviver la flamme du souvenir en mémoire des victimes des accidents de la route. En prélude à la commémoration officielle portée par les Nations Unies et l'Union africaine chaque troisième dimanche du mois de novembre, c'est le terrain du centre EIA qui accueille les hommages rendus aux victimes. C'est une occasion qui est choisie pour rappeler à ceux qui sont là qu'un jour, ils ont certainement perdu quelqu'un pour raison d'accident de la route et qu'il est nécessaire qu'on puisse changer le comportement et on puisse respecter le code de la route pour
éliminer ou diminuer cette mortalité routière. Un hommage symbolique avant les manifestations officielles annoncées pour le dimanche 16 novembre à Dassazomé. La nation entière s'apprête ainsi à se recueillir devant la mémoire de ceux qui sont morts par accident sur les axes routiers. Et je profite pour inviter tous les Béninois qui seront dans les environs, tous les organismes qui seront dans les environs, de se joindre à nous à Dassa pour qu'on se rappelle des victimes. Et cette fois-ci encore, l'événement important, c'est que la Charte africaine pour la sécurité routière, qui existe depuis un moment, n'est pas entrée en vigueur parce que dans la règle, il faut 15 pays qui ratifient la charte. Et la semaine dernière, c'est le Mozambique qui a été le 15e pays à ratifier. Donc nous disposons désormais en Afrique d'une charte pour la sécurité routière. Et donc voilà tout ce qui sera célébré le dimanche. Au-delà de souvenirs, ce rendez-vous se veut un signal d'alerte. Un appel pressant à la vigilance alors que les routes béninoises continuent d'ôter la vie à des centaines de personnes chaque année. Une réalité qui rappelle l'urgence d'adopter des comportements responsables sur ces routes. Le ministre conseiller chargé de la défense et de la sécurité a effectué au cours de la semaine dernière une descente dans la cité de Nanto. Rachidi Gbadamassi est allé constater le niveau d'avancement des différents chantiers ouverts sous la rupture de la cité administrative au doctorat de lycée militaire de jeunes filles général Mathieu Kérékou de Natitengu, en passant par le chantier de construction des blocs de dortoirs devront accueillir les officiers de l'armée de l'air qui interviennent dans l'opération Mirador. Aucun chantier n'a été occulté par l'autorité. Alassane Harouna. Première étape de la descente du ministre conseiller chargé de la défense et de la sécurité dans la ville de Natitengu, la préfecture. Le temps des civilités avec l'autorité préfectorale, voici le ministre Rachidi Gbadamassi, aux côtés des 36 maires de l'association béninoise des communes frontalières, en plein travaux de la 7e session ordinaire de leur fêtière. Chers maires, nous abordons un moment très critique, c'est les élections. C'est le moment pour les divorcés sociaux, pour les hors-la-loi, de sauver de troubles. Et je vous demande à multiplier les messages de la paix. De la préfecture, le ministre conseiller va rallier le chantier de construction des blocs dortoirs au profit des officiers de l'armée de l'air qui interviennent dans le fuseau ouest de l'opération Mirador. Ici, les travaux sont encore à la traîne. Et tel que vous pouvez le constater, les travaux de réalisation de ces blocs dortoirs ont commencé. Nous sommes très certains de ce qu'ils vont se poursuivre et que d'ici quelques temps. Je viens de faire un constat. Je rendrai compte au comité interministériel. Nous avons travaillé aussi avec le ministre de la Défense. Nous allons aviser. Au lycée de jeunes filles, Général Mathieu Kérékou de Natitengu, 2 immeubles fraîchement sortis de terre devront servir de dortoir aux apprenants, force l'admiration du ministre conseiller. Dans le groupe de mots, le vocabulaire éléphant blanc n'existe pas chez le président Patrice Talon. Et vous constatez avec nous que depuis 1960, qu'on n'a plus jamais investi dans ce domaine. La construction des dortoirs. Et je pense que ce qui se fait présentement, c'est de l'apothéose. Et c'est l'actif du président de la République. Dernière étape du périple du ministre conseiller dans la ville de Natitengu, la cité administrative. Un chantier visiblement à haute intensité de main-d'œuvre et dont le taux d'exécution n'est pas satisfaisant. J'ai visité Dassa, qui est déjà à 100%. C'est de l'apothéose. J'ai visité Kandi. J'espère que Natitengu est en retard pour être plus beau. J'ai écouté les raisons, mais vous êtes là pour la solution. Très hostile aux éléphants blancs, conformément à la vision du chef de l'État, le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi promet de revenir sur ce chantier dans les tout prochains jours pour constater à nouveau le niveau d'avancement des travaux avant le délai du mois de mars 2026.
De son côté, le ministre conseiller Espedi Ouessou poursuit sa tournée dans les établissements d'enseignement technique. La semaine dernière, il était au collège catholique Père Pierre à Cotonou. Le but est d'apprécier les dispositifs de formation et encourager les apprenants. Teddy Goudalo et Simon Roulon. Au collège catholique Père Pierre de Cotonou, le ministre conseiller Espedi Ouessou est accueilli avec enthousiasme par les élèves et membres de l'administration. Une étape particulière dans sa tournée, puisque cet établissement se distingue par une double vocation, l'enseignement général et l'enseignement technique, offrant ainsi une formation complète et diversifiée aux apprenants. À cette rentrée 2025-2026, nous avons accueilli 966 apprenants, dont 451 filles et 515 garçons. En série scientifique, nous avons au total 251 élèves, 101 filles et 150 garçons. Grâce au dévouement de nos enseignants, à la rigueur de notre administration et au soutien constant de nos parents, nous apprenons chaque jour à viser l'excellence et à cultiver les valeurs du travail, de la discipline et du service. Les échanges avec les responsables ont permis de mettre en lumière les efforts consentis ces dernières années pour renforcer la filière technique en cohérence avec les ambitions du gouvernement pour l'EFTP. Depuis 1948, le collège Père Pierre assure l'excellence dans l'enseignement en général et dans la formation des cadres en particulier. Leur façon de travailler s'inscrit entièrement dans ce que le chef de l'État voudrait pour l'ensemble de nos structures de formation. Ce qu'on a appelé l'étape d'Opierre est une étape obligatoire dans l'agenda de M. le ministre conseiller, ce que nous lui reconnaissons. Les résultats sont excellents ici. Je crois qu'il y a eu un taux de réussite au bac de plus de 97%. Au-delà des constats, Espedi Ouessou a tenu à échanger directement avec les apprenants. Conseils, orientation et encouragement ont rythmé ces moments d'écoute au cours desquels il a rappelé l'importance de la discipline, du travail, de la maîtrise des compétences techniques dans la construction d'une carrière. Une rencontre qui, pour de nombreux jeunes, résonne comme une invitation à croire davantage à leur avenir professionnel. En image à présent, le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adiadi Bakari a reçu le samedi 15 novembre 2025 le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. Il est à Cotonou dans le cadre de la consécration de Monseigneur béninois Eric Sauvy-Guidi, nonce apostolique auprès du Burkina Faso et du Niger en août 2025 par Léon XIV. Au cours de leur discussion, le ministre des Affaires étrangères a exprimé la considération du Bénin pour la qualité exceptionnelle du dialogue bilatéral avec le Vatican, fondé sur le respect mutuel, l'humanisme et une longue tradition de coopération. Il a souligné que la présence de son éminence, le cardinal Parolin, témoigne de l'attention constante du Vatican à l'égard de l'Afrique de l'Ouest et du Bénin en particulier. Le chef de la diplomatie béninoise a aussi rappelé que l'engagement du Monseigneur Sauvy-Guidi contribuera à renforcer les passerelles entre Église et État au service de la paix, de la stabilité et du bien commun au Burkina Faso et au Niger. Autre volet de l'actualité à présent, remise de proclameurs et acclameurs aux églises qualifiées dans le cadre de la campagne béninois et Bénin Écoute 60 organisée par l'Alliance biblique du Bénin. Ces appareils permettront notamment aux églises d'écouter et de diffuser la parole de Dieu. La cérémonie de distribution de ces équipements s'est déroulée le vendredi dernier au siège de l'Alliance à Cotonou. Oulias Sanoussi Henri Cantin. Plus d'une centaine de groupes d'églises qualifiés dans le cadre de la campagne Bénin Écoute 60 déroulée en 2 phases reçoivent ici des proclameurs, la Bible audio en 4 langues, français, Fon, Adja et Idacha. 77 autres églises sélectionnées reçoivent quant à elles des acclameurs.
une initiative de l'Alliance biblique du Bénin qui vise des objectifs. Les appareils proclameurs et acclameurs ne sont pas de simples gadgets électroniques. Ils sont des pôles de diffusion de la parole qui sauve, la parole qui résiste à la tentation, la parole qui guérit, la parole qui élève, la parole qui donne l'emploi, la parole qui est la solution à tous nos problèmes, qui transforme nos cœurs. Hommes et femmes ont fait des témoignages poignants à travers l'écoute de la parole de Dieu. Occasion pour les responsables de l'Alliance de féliciter les églises qui ont réussi à se qualifier et dont l'engagement dans l'écoute et le partage est exemplaire. Chers lauréats, recevez ces appareils non seulement comme une récompense, mais comme une responsabilité. C'est maintenant que l'écoute commence. Et commence vraiment. L'Alliance biblique du Bénin est soutenue dans cette action par plusieurs partenaires et des parrains. Saluant l'initiative, tous croient fortement à l'impact de la parole de Dieu. La vie désormais et la mort de ce programme, c'est dans vos mains. Ce qui me réjouit, c'est le fait que les objectifs sont vraiment atteints. Et tout simplement, vous encourager pour tout ce que vous faites. Nous autres serons disponibles pour que la parole de Dieu puisse atteindre tous les hommes. La cérémonie est également marquée par le lancement d'une autre campagne dénommée Bible Audio Concours, BAC, et du mois de la Bible pour la promotion de la parole de Dieu. C'est le lieu pour faire un appel à la mobilisation de fonds pour soutenir la mission et la promotion de la Bible à prix réduit. Tanguy, c'est la fin du bulletin d'information. Merci Florence pour la présentation. Très bonne journée à vous. Bonne journée. Mesdames et messieurs, si vous avez besoin de faire le point de l'actualité tout au long de la journée, il y a des rendez-vous assez intéressants sur Canal 3 à Benin à 11h et à 16h par exemple. Vous avez droit à des bulletins d'information qui vous résument assez rapidement à ce qui se passe au Bénin. Et puis, vous avez les grandes éditions, notamment de 13h, de 19h30 et de 22h30. Allez, Actu Matin se poursuit, voici les sports maintenant. Candide, bonjour. Tanguy, bonjour. On ouvre la semaine sportive par les barrages des éliminatoires du mondial de 2026. L'arrêt des Congo qui fait pratiquement le miracle. Il y a bien des décennies que cela n'est pas arrivé. En battant le Nigeria en finale justement de cette compétition au niveau continental. C'est bien cela, le Nigeria n'ira pas à la Coupe du Monde de 2026. Les champions d'Afrique ont tenté d'aller décrocher la dernière place possible du continent pour la prochaine Coupe du Monde, mais c'est fini. Les Super Eagles du Nigeria vont suivre la grande messe du football mondial, en l'occurrence la course à la succession de l'Argentine à la maison, tout comme le Bénin, le Cameroun, le Gabon et bien d'autres, sortis d'une demi-finale de haute facture face au Pontet du Gabon. Les Nigérians se sont vus écartés de la course au dernier billet qualificatif au mondial de 2026 en finale des barrages au niveau continental. Victor Osimhen et ses coéquipiers ont été dominés à la séance de tir au but avec 4 tirs réussis avec 3 tirs réussis contre 4 pour les Léopards de la République démocratique du Congo après un score nul d'un but partout, un résultat qui élimine le Nigeria de la course et envoie les Léopards de la République démocratique du Congo au final des barrages de la Fédération internationale de football et association, les playoffs, étape au cours de laquelle les Congolais vont en découdre avec les nations encore en course au niveau des autres continents. Mais l'information qu'on retient, Tanguy, c'est que le Nigeria est éliminé. Oui, le Nigeria, le grand Nigeria éliminé, favori sur le papier. En tout cas, quand on voit un peu ces derniers matchs sur le continent, justement dans la droite ligne de ces éliminatoires, je crois un certain 4-0 face au Bénin, 4-1 face au Gabon, alors même qu'ils avaient fini le temps réglementaire de 90 minutes avec
égalité, un but partout. partout. On se disait que c'est quand même l'équipe la plus favorite, hein, surtout quand on voit un peu l'issue de la dernière CAN, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, c'est quand même le vice-champion en titre, je dois dire, de la compétition. Donc on a tout ce palmarès là qui est très impressionnant face à des Léopards qui avaient quand même galéré avec ce match perdu à domicile face aux Sénégalais, alors même qu'ils avaient mené 2-0. Ce qui a dégénéré. Hein, qui a dégénéré beaucoup. Je crois que le stade dans lequel on a joué a eu pour son compte à l'occasion. Donc le Nigeria était quand même archi favori. Mais quand on voit un peu la solidité défensive des Congolais, on se disait quand même que le Nigeria aurait fort à faire, même si le Nigeria a voyagé avec toute son arsenal d'attaque. Tout le monde avait été mobilisé, hein, mais je crois qu'à la fin, les Congolais ont réussi à trouver le moyen de les contenir. Très tôt, les Congolais ont encaissé à la 4e minute, je crois. Mais après, la petite offensive des Congolais a su leur profiter déjà avec l'égalisation. Et après, la belle solidité, vous l'avez rappelé, jusqu'à la fatidiction des tirs au but, pour qu'on assiste justement à une séance qui soit remportée par les Congolais par 4 tirs réussis contre 3. Globalement, cette défaite des Nigériens a fait beaucoup d'heureux. Hein. Oui, notamment à Cotonou, parce qu'on n'a jamais compris pourquoi le Nigeria est toujours, je dois dire, quand il est face au Bénin, il agit comme s'il avait une dent dure contre le Bénin. Vous rappelez cette élimination de la CAN à Cotonou, à Porto-Nouveau, pardon, alors même qu'il fallait juste un match pour le Bénin pour se qualifier. Le Nigeria a attendu la dernière minute pour scorer. Vous rappelez encore, je dois dire, la solidité mentale des Béninois en Libye. La dernière fois, on serait encore éliminé parce que le Nigeria espérait se faire à domicile 2-0. Rien que pour voir le Bénin en difficulté. Et puis la dernière épreuve qu'elle nous a fait subir, c'est quand même ce 4-0 qu'on nous a infligé, alors qu'on aurait pu quand même sortir avec la tête un peu plus haute. Je crois que le Nigeria a une dent contre nous. En tout cas, le public sportif béninois est heureux que et Super Eagles et Guépard vont regarder la Coupe du Monde à la télévision. Évidemment. Allez, on va s'intéresser maintenant aux Guépards dans le cadre de la fenêtre internationale de ce mois de novembre 2025. Les Guépards du Bénin ont bouclé en fin de semaine écoulé la première partie de leur stage avec un match en interne entre les 30 Guépards convoqués par le technicien franco-allemand Gernot Rohr pour ce regroupement. C'était vendredi dernier sur l'installation du stade général Mathieu Kérékou à Cotonou. Voici les précisions. Plus de 2 ans après leur dernier match à Cotonou, les Guépards du Bénin ont rejoué ce vendredi 14 novembre sur les installations du stade général Mathieu Kérékou devant leur public. Un match test interne de la sélection nationale réparti en 2 groupes pour une opposition organisée dans les conditions réelles d'une rencontre officielle. En jaune, on retrouve essentiellement les titulaires habituels et à ceux-ci s'ajoutent Felipe Santos touché à l'échauffement et laissé au banc au coup d'envoi. En face, les 3 autres nouveaux, Hakimé Adam, Salifou Ibrahim et le jeune défenseur Jordan Lawson évoluent essentiellement avec les habitués du banc de touche. Large domination des jaunes au cours de la première période, mais sans grande réussite dans la moitié terrain adverse. Une belle solidité défensive des blancs face aux multiples offensives adverses. 0-0 à la pause. Au retour des vestiaires, des remplacements sont effectués des 2 côtés pour faire jouer tout le monde. Dès le coup d'envoi de la seconde période, l'attaquant du FC Lorient ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score suite à une perte de balle de l'équipe adverse. Malgré de nombreuses occasions, les Blancs n'ont pu réussir à rétablir la parité et s'inclinent sur un score d'1-0 au coup de sifflet final. Non, c'était juste la fin d'une première préparation qu'on est en train d'effectuer depuis une semaine, qui a été conclue par un match entre nous. Ça permet quand même au staff de voir la performance, la forme de tout un chacun. Je pense qu'on a bien terminé. Non, ça fait plaisir, de venir jouer à la maison parce que ça fait longtemps qu'on est venu jouer. Et il y a les supporters qui sont là et j'espère que le match contre le Burkina, ça sera de notre côté par la grâce de Dieu. Ils ont beaucoup de bons joueurs, et voilà, c'est à nous de jouer le jeu.
On sait que ce ne sera pas un match facile, mais on va tout donner. J'espère qu'on va gagner là-bas. Ce match test entre Guépards a été un plateau d'évaluation pour toutes les têtes présentes pour ce regroupement, mais surtout les nouveaux qui honorent leur première sélection. Que ce soit le public, les habitués de la sélection ou encore le staff, tous les ont vus à l'œuvre dans les conditions réelles d'un match officiel. Franchement, je suis vraiment content pour eux. C'est des jeunes et on a besoin de beaucoup de joueurs. Et voilà, ils sont pas mal. J'espère qu'ils vont apporter plus. Des attentes vis-à-vis des nouveaux venus. Cette rencontre interne met fin à la première étape de ce stage des Guépards qui, dans la suite de la préparation, vont affronter en amical international mardi les étalons du Burkina Faso à Rabat au Maroc. Et après ce match en interne entre Guépards, la bande a gagné 3 ralliés Rabat au Maroc samedi dans le cadre du match amical international annoncé contre les étalons du Burkina Faso prévu pour demain mardi. En prélude à cette rencontre amicale, le groupe des Guépards est réduit désormais à 25 joueurs pour le déplacement sur Rabat. Vous allez le voir sur la liste finale qui a voyagé pour justement à Rabat. On a au poste de gardien de but Sartune Alagbe, Marcel Dandinou, Serge Obassa. En défense, Jordan Lawson, le jeune défenseur de 18 ans, Rabiou San Kamao qui évolue du côté de Coton, c'est Rachid Moumini, David Kiki, Rodrigue Fassinou, Ouroutamimou, Mohamed Tidjani. Et puis en milieu de terrain, on a Gislain Dodododokou, Cécile Almeida, Mourane Hassan, Samadou Atidjikou et Rodrigue Kossi. En attaque, le nouveau venu Adam Akime a voyagé pour Rabat, tout comme Jodé Dossou, Rachidou Razak et Junior Laitan, Andrea Sontondi, Tossien Egon, Oromarik Amoussou et puis Olatundi Tessilimi. 24 joueurs sur cette liste, et bien entendu la liste qui a voyagé sur Rabat samedi. Et puis à ceux-ci viendront s'ajouter Olivier Verdon, le défenseur du PFC Ludogorets qui évolue en première division en Bulgarie, qui va rejoindre le groupe directement au Maroc. Il faut noter qu'il n'était pas à Cotonou au cours de la première semaine de ce stage, mais il rejoindra directement ses coéquipiers à Rabat pour le match amical en vue pour la sélection nationale face à celle du Burkina Faso. Cependant, les joueurs qui ont pris part à la première semaine mais qui ne sont pas du déplacement sur Rabat sont entre autres Mariano Chinomvi, le gardien de Loto Popo, tout comme Prince Ricardo Dossou, qui tous deux rejoignent leur club respectivement après la première semaine de préparation au sein de la tanière à Cotonou. Au-delà de ça, le joueur brésilien, vous allez le voir sur l'image, qui est à gauche, Felipe Santos, qui a contracté une blessure au cours du stage, n'a pu faire le déplacement sur Rabat. Quant à Salifou Ibrahim à droite sur l'image, joueur du FC Trita au Kosovo, il n'a toujours pas pu régler l'ensemble de ses problèmes administratifs et n'est donc pas retenu par le sélectionneur Guénotro pour aller en découdre avec les étalons du Burkina Faso. Tanguy. On va parler maintenant football, notamment au plan national, avec la 8e journée de la Ligue 3 Pro qui s'est déroulée ce week-end. Évidemment, avec un total de 9 rencontres déroulées dans le cadre de cette 8e journée de la Ligue. Il faut dire que l'équipe de Espoir FC de Savalou s'est imposée par un score de 2-0 à son numéro de l'US Cavalier. Yimba Football Club s'est incliné à domicile 0-1 devant l'équipe de la jeunesse sportive de Pobet. Dynamo FC d'Abomey a battu par le même score l'équipe de Damissa Football Club. Aspac s'est incliné devant l'équipe de l'AS Soubema sur un score de 2-1 pour la victoire de Coton Football Club en déplacement dans la vallée et pour affronter l'équipe de l'ASFO. Score nul et vierge entre l'équipe de Banigancé et celle de l'AS Cotonou. Dragon Football Club s'est imposé par un score de 2-0 à l'équipe de l'USS Craqué. Victoire étriquée de Dadier Football Club, 3-2 devant l'équipe de l'Auto Popo. Et puis les Buffles du Borgo se sont imposés par un score de 2-1 à leurs homologues de ODUFC de Comé. Après ces différentes confrontations, le classement est toujours dominé par l'équipe de l'AS Soubemap avec un total de 20 points au compteur, un haut différentiel de plus 10, un point de moins pour l'équipe des Buffles du Borgo qui vient en deuxième position. L'équipe de Coton Football Club est troisième au classement avec 15 points au compteur, un haut différentiel
de plus 4. Le Topopo qui garde la 4e place au classement avec 14 points au compteur. Un goal différentiel de plus 4, 13 plus 5 pour Aspac qui descend à la 5e position. Dynamo FC d'Abomey, 6e. Dragon Football Club, 7e. Damissa, 8e. Et puis la jeunesse sportive de Poubet vient en 9e position au thème donc de cette 8e journée. Au niveau de la Ligue 2 du Bénin saison 2025-2026, 9 rencontres déroulées dans le cadre de la 6e journée de compétition ce week-end. Score nul de 2 buts partout entre l'équipe d'Abeille Football Club et celle d'Aziza FC. Score nul et 2 scores vierges entre S Police et Requin Football Club, tout comme entre Boa Football Club et Dynamo de Parakou. Victoire étriquée d'1 but à 0 de Sitatunga devant l'équipe de Dynamique FC de Djougou. Score nul, 2 scores vierges entre l'AS Takuna et l'équipe de Ria Sport, tout comme entre Beke et l'équipe d'Adidja Football Club. Score d'1 but à 0 pour la victoire de Diefa Football Club devant l'équipe d'Énergie FC de Dogbo. Score nul d'1 but partout entre AS Elite Sport et Avant Communist Sport. Et puis victoire des Panthères de Djougou devant leurs homologues de la jeunesse athlétique de Kétou. Le classement reste dominé par Diefa Football Club au niveau de l'antichambre de l'élite du football béninois avec un total de 14 points au compteur, un goal différentiel de plus 6, 12 plus 4 pour l'équipe de Beke qui garde la 2e place au classement. Sitatunga est 3e au classement avec 12 points plus 2 comme goal différentiel, 10 plus 2 pour l'équipe de Aziza Football Club avec une 4e place au classement à la clé. Abeille FC est 5e au classement avec 9 points au compteur, un goal différentiel de plus 3. Même unité au compteur pour l'équipe de l'Est Police qui vient en 6e position. Real Sport de Parakou est 7e au classement. Boa 8e. Et puis la jeunesse athlétique de Kétou vient boucler le top 9 au classement. Tanguy. Allez, on va parler des femmes maintenant. On va s'intéresser à la 3e journée de la Ligue africaine des champions féminines qui a connu son épilogue ce week-end. Avec 4 rencontres déroulées dans 2 au niveau du groupe A. Victoire de l'équipe de l'Asfar du Maroc, 2 buts à 0 devant l'équipe du 15 de Agosto des internationales béninoises Diane Ogun et Alassane Sourakatou. Et puis score nul de score d'1 but partout entre l'équipe de l'USFAS de Bamako et celle du FC Massa du pays hôte de l'Égypte. Dans le groupe B, l'équipe de la SEC Mimosa s'est imposée par un score de 4 buts à 0 à son homologue de Gaborone United Sporting Club. Et puis victoire du tout-puissant Mazembe, équipe championne en titre devant l'équipe de JKT Queens du Ghana. Après ces différentes confrontations, il faut dire que les 4 équipes qui vont poursuivre la compétition, notamment qui sont qualifiées pour l'étape des demi-finales, sont entre autres l'équipe de tout-puissant Mazembe, équipe championne en titre, Asfa du Maroc, finaliste de la précédente édition, ASEC Mimosa qui fait sa première compétition, qui fait sa première phase finale de la Ligue africaine des champions féminines, et puis le FC Massa d'Égypte, équipe médaille de bronze de la précédente édition de la compétition. Allez, on va changer de discipline maintenant. Les Guépards handballeurs sont désormais fixés pour la Coupe d'Afrique des Nations Hommes de 2026. Le tirage au sort a été effectué en fin de semaine écoulée avec une place dans le groupe D pour les Guépards handballeurs en compagnie de leurs homologues du Congo-Brazzaville, leurs homologues du Maroc et leurs homologues du Cap-Vert. Dans le groupe D, on retrouve donc l'équipe du Bénin en compagnie du Congo-Brazzaville, du Maroc et du Cap-Vert. Au-delà de ça, dans le groupe A, on retrouve l'Algérie, le Nigeria, le Rwanda, pays hôte, et puis la Zambie. Dans le groupe B, on retrouve l'équipe de l'Égypte en compagnie de celle de l'Angola, du Gabon et de l'Ouganda. Dans le groupe C, on va retrouver donc la Tunisie, la Guinée, le Cameroun et le Kenya. Allez, Tanguy, si on finissait avec le volleyball. Le volleyball, justement, avec cette compétition où le Bénin en a appris à ses dépens. Difficile apprentissage pour les Guépards beach volleyeurs du championnat du monde de beach volley. C'était à Adélaïde, en Australie. Oui, 3e défaite consécutive pour les Guépards beach volleyeurs pour la paix béninoise.
Il faut le dire à Adélaïde, dès les premières heures de ce lundi au championnat du monde de beach volley. Ceci face à la paire du pays hôte sur un score de 2-7 perdu contre 0, il faut le dire, 10, 21, 12, 21, score final. Au thème donc de leur troisième sortie dans la compétition. Rappelons qu'à leur entrée en lice, les Guépards avaient concédé une défaite face à la paire de Cuba à 2-7 à 0, 11-21 et 6-21. Ensuite, une deuxième défaite face au duo portugais de 7 à 1, 19-21, 22, 20 et 9 et 15 au tie-break. On retient donc 3 revers en autant de sorties pour les Guépards beach volleyeurs au championnat du monde de la discipline à Adélaïde en Australie. Allez, et si on s'arrêtait ici ce matin pour l'ouverture de la semaine sportive. N'oubliez pas, à partir de 21h, le grand format de l'actualité sportive sur Canal 3 à Bénin. On aura en direct depuis la France Issane Adjanou. Il est le numéro 1, le jeune karatéka numéro 1 africain, justement au niveau de la catégorie junior, et numéro 2 mondial. Il a remporté ce week-end la Coupe de France dans la catégorie des moins de 75 kg au niveau des juniors. Il sera en direct depuis la France ce soir sur Canal Sport pour parler avec nous de cette performance et de ses prochains défis justement à venir. Au-delà de ça, on va revenir sur cette marche qu'on a entamée avec les Guépards depuis plusieurs semaines déjà, depuis plusieurs numéros déjà. La route vers le Maroc, la route vers la CAN au Maroc de décembre 2025 à janvier 2026, où les Guépards auront droit à leur premier gros test ce mardi face aux étalons du Burkina Faso. Au-delà de ça, on reviendra sur un regard croisé sur la rencontre en interne déroulée vendredi dernier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Vous n'êtes pas sans savoir que les kickboxers béninois seront dans les tout prochains jours au championnat du monde de la discipline. Eh bien, déjà mercredi, les représentants béninois vont quitter Cotonou. Et comment est-ce qu'ils se sont préparés? On en saura davantage ce soir avec les athlètes et les acteurs de cette fédération et surtout les ambitions de la première participation du Bénin au championnat du monde de kickboxing. Restez câblés, c'est à partir de 21h. Merci beaucoup à vous, Candide. Très bonne journée à vous. Merci, à demain. Et à demain. Mesdames et messieurs, voici mon invité ce matin. Mon invité, c'est Fousseni Tanko Banakoroji. Il est écrivain béninois. Il a décroché le Grand Prix littéral du Bénin pour l'édition 2024. Monsieur Banakoroji, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Alors, félicitations, non encore une fois, puisque déjà vous êtes passé par ici à annoncer au lendemain justement de la libération votre sacre. Mais il vous a fallu attendre 1 an pour officiellement entrer en possession de votre trophée. Ça a été très long, j'imagine. Oui, très loin, un peu loin, mais puisque nous sommes chaque jour dans l'action, donc on est en train de travailler chaque jour pour pousser les horizons de la littérature béninoise. Donc, je n'ai pas senti le temps passer. Oui. Je savais que tôt ou tard, ça viendrait. Que ça viendrait. Oui, ça viendrait. Bon, okay. Ben, encore une fois, félicitations. Merci. Qu'est-ce que ce prix va changer à votre vie d'écrivain? Il faut dire que ce prix m'a beaucoup marqué. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas du tout. Et ça a dû freiner l'élan. Vous savez, mon rythme, j'avais dit, pendant les 10 premières années, je devrais sortir chaque année un livre, un roman chaque année. Oui. Donc, j'ai sorti le 5e dossier du jour en février 2025 et je me préparais pour le 6e. Quand en mars, on m'a appelé pour me décerner le prix. Donc, tout de suite, ça a ralenti mon élan. Vous voyez? Parce que je n'ai plus la liberté d'écrire ce que je voulais. Voilà, donc, c'est que maintenant, les regards sont braqués. Il faut que j'essaie d'honorer le pays qui m'a
décerner ce prix, ce jury qui compte beaucoup sur moi. Donc ça a ralenti et je vais maintenant à pas de caméléon, je vais doucement. C'est un impact négatif alors, carrément. Bon, c'est pas négatif, mais je vous ai dit, j'ai pas commencé par écrire tôt. Donc par rapport à l'âge, je me disais, il faut vite aller. Voyez? Donc je suis obligé d'adopter le rythme des nouvelles. Je ne peux plus écrire des romans parce que les romans prennent assez de temps. Voilà, donc je suis en train maintenant de travailler sur des nouvelles là. Ça va me permettre par rapport à mon âge de donner assez d'informations, assez de ce que j'ai eu comme enseignement, comme expérience de la vie à la nouvelle génération, à notre nation. Oui, mais on sait que vous creusez beaucoup, vous fouillez beaucoup et vous mettez beaucoup d'informations, notamment sur la tradition, dans vos productions. Les nouvelles, est-ce que ça ne réduit pas un peu l'espace, le temps qu'il vous faut pour mettre autant d'informations comme par le passé? Oui, bien sûr que vous avez vu juste, mais nous traçons le chemin, c'est-à-dire nous sommes sur le sentier et nos prédécesseurs, c'est-à-dire ceux qui viendront après nous, vont suivre ce chemin pour aboutir sur des boulevards. Donc c'est ce que nous faisons. Il vaut mieux dire le peu que nous avons en peu de temps que de ne rien dire. Donc il faut quand même que à un moment donné que la jeunesse s'inspire, parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'internet, de l'intelligence artificielle, tout va très vite. Donc à un moment donné, si nous ne laissons pas des références, des repères à la nouvelle génération, il va s'en suivre que l'Afrique aura son regard tourné vers ceux-là qui technologiquement sont plus avancés que nous. Donc c'est pourquoi nous adoptons les nouvelles. C'est des récits très courts mais riches en enseignements. Alors voilà quelques années maintenant que l'État a pris en compte ou en charge l'organisation de ce prix-là. Comment vous voyez son instauration et qu'est-ce que ça apporte en vérité, je dois dire, à la vie littéraire béninoise? Ouais, c'est un coup de fouet. Vous savez, les écrivains béninois, rares sont ceux qui vivent de leurs œuvres. Nous lisons très peu, ce n'est pas un secret de polichinelle. Nous lisons très peu. Et puisque nous lisons très peu, donc c'est rare de prendre son argent pour aller dans les librairies, acheter des livres. Voyez, je connais pas mal d'écrivains qui n'arrivent pas à publier. Voyez, les projets sont là, mais n'ont pas de moyens parce que ce n'est pas facile. Et nous-mêmes, comme vous le savez, c'est une passion. Donc, sur la base de nos propres ressources que nous avons entamé cette aventure. Et à chaque fois que nous devons passer à une publication, nous devons faire un lancement. Donc, nous comptons sur des bonnes volontés, ceux-là qui viennent nous aider. Donc, quand l'État lui-même met la main à la pâte, vous voyez, ça fait un coup de... Ça donne de l'espoir, ça donne vraiment de l'espoir. Il est vrai que on ne doit pas s'en arrêter à là. Il est souhaitable, c'est vrai que ça fait débat, que dans cette multitude, au moins ceux qui ont eu cette chance de remporter une fois le Grand Prix, que l'État pense à eux ne serait-ce que au moins une fois par an pour leur permettre de continuer par produire. Et normalement, ça devrait créer de l'émulation au niveau de la jeune génération. Donc, mon souhait aujourd'hui, c'est ça. Mais certains disent que ça risque de ne plus donner cette liberté-là à l'écrivain. Une fois que l'écrivain sait que bon, c'est l'État qui l'aide, à un moment donné, il sera obligé d'être le griot de l'État. Vous voyez? Mais moi, je crois qu'ailleurs, ça ne s'est pas passé comme ça. Par exemple, en France, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il faut aider les écrivains, il faut les soutenir parce que le monde de demain passe par le rêve.
Des rêves lucides, bien sûr. Et réalistes. Et réalistes. Des rêves lucides. Donc, l'écrivain, c'est celui-là qui travaille à transformer. C'est un rêveur. Donc, il fait, à travers ses rêveries, il crée un monde meilleur. Donc, nous devons demander aux bonnes volontés à l'État de continuer, de ne pas laisser. Aujourd'hui, nous sommes à 5 millions de francs CFA. Nous souhaitons que dans un avenir proche, que ça aille au-delà. J'imagine le concours Miss qui aurait pu porter les 25 millions avec les voitures, et autres, les villas. C'est bien dommage. Mais justement, ce qu'il faut déplorer aussi, c'est ce manque d'engagement, je dois dire, du secteur privé à accompagner aussi la production littéraire. Oui, en fait, c'est une question. Vous savez, allez voir quand il y a certains musiciens ou certains artistes et autres, ils passent d'entreprise en entreprise demander à être soutenus, à être appuyés. Ouais, à être appuyés. En fait, au niveau des écrivains, il n'y a pas ce creuset-là qui puisse leur permettre de se mettre ensemble pour se faire connaître un peu plus. En fait, c'est des démarches solitaires et ça ne peut pas donner grand-chose. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons cette agence-là qui s'occupe de l'art, de la culture, des écrivains en général. Je parle bien sûr de l'ADAC, que je salue au passage. Mais il nous faut vraiment réinventer nos propres sources de financement. Plasini, de notre frère Eustache, il est en train de faire quelque chose pour aider que les écrivains s'entraident entre eux. Bon, nous sommes au début, je lui souhaite beaucoup de chance parce que ça pouvait apporter un plus aux écrivains béninois. En tout cas, on va espérer. C'est vrai que l'État ne manque pas d'idées. On a quand même vu le secteur du football désormais accompagné par les structures, notamment étatiques, qui investissent dedans. On peut trouver un moyen, en tout cas, de faire accompagner comme ça le secteur du livre par des acteurs, mettons, du privé. C'est votre livre Confluence qui a décroché le premier prix l'année passée. Un ouvrage qui décrit un peu la peine de la femme sur la route de la maternité. C'est une vraie galère, en tout cas quand on vous lit. Et vous montrez une société pratiquement intolérante face à la femme qui n'a pas conçu. Il faut dire que Confluence, c'est un titre emblématique. En effet, c'est l'histoire d'une femme qui avait tout pour réussir dans sa vie, la grâce, l'amour, la vie ouverte devant elle. Mais après ces mariages, au lieu des poupons attendus, ce sont des fausses couches qui se succèdent. Voyez, comme autant d'orages qui obscurcissent la lumière du jour et de l'âme. Donc dans sa détresse, elle avait connu une amie d'enfance. Elle frappe à sa porte et l'amie lui inspire un chemin tortueux. Elle aurait appris que certaines femmes qui vivaient ces cas difficiles se sont approchées des fous et elles ont pu concevoir. Donc pour voir son ventre s'arrondir, elle a cherché et elle a trouvé un fou. Voyez? Mais cet homme désigné, réputé fou, refuse d'être l'instrument d'un rituel sans âme. Voyez? Alors, prise de honte, de douleur et de rage, elle le frappe. Le coup est mortel. Et donc, c'est ça la femme dans nos sociétés, la femme qui ne fait pas enfant. Voyez, elle est stigmatisée, voyez, elle est dépossédée de sa personnalité, de sa dignité, voyez, parce qu'on dit qu'un ventre vide, qu'une femme qui ne fait pas enfant, c'est comme un ventre vide. Et un ventre vide vaut moins qu'un cercueil. Voyez? Donc, ce sont ces stigmates-là qui font que les femmes qui ne font pas enfant courent dans tous les sens. Elles courent dans tous les sens. Il faut avoir d'enfants. Elles passent chez les marabouts, chez les charlatans, des rituels qui les humilient. Elles se voient. Mais la femme n'est pas que ça. Vous convenez avec moi que la femme, ce n'est pas seulement le ventre. La femme, c'est cette rivière qui coule même sans pluie. C'est cette forêt qui abrite la vie même sans fruits visibles.
C'est un poème qui ne sera jamais stérile. Car son souffle seul est création. Tout ce que nous faisons, vous voyez, c'est autour de la femme que ça tourne. Mais en même temps, c'est vrai que c'est des... Mettons, c'est une stigmatisation, c'est vrai que c'est une mise en difficulté de la femme, etc. Mais les traditions africaines ne sont pas idiotes quand elles ont hissé justement la femme sur ce piédestal-là qui est important, à savoir, il faut faire un enfant, parce que c'est là que réside justement la pérennité de la société. Ouais, bien sûr. Mais vous savez, la société avance. La société avance. Aujourd'hui, nous sommes dans la civilisation. Nous sommes en plein pied dans la civilisation. Et la civilisation a des atouts. Pour parler de civilisation, il faut avoir atteint un niveau de science, de technologie qui vous permet de vous départir un tant soit peu des liens préhistoriques qui vous liez à la nature. Voyez-vous, aujourd'hui... Vous appelez historique. La fonction de la femme en tant que mère qui porte l'humanité, que l'on soit avant Jésus-Christ ou après, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, seulement il faut alléger les fardeaux. Voyez, aujourd'hui, vous prenez, si vous n'avez pas de pluie, aujourd'hui, grâce à la science, vous pouvez faire arriver la pluie, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vous savez, beaucoup de femmes sont mortes au moment où elles sont allées accoucher. Tout à fait. Aujourd'hui, grâce à la césarienne, les femmes accouchent facilement. Elles se voient. Aujourd'hui, il y a des mères porteuses. Elles se voient. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se lamenter, de courir pour dire non. Et même au-delà. Et ça, c'est un problème ontologique, c'est un problème humaniste, c'est un problème que les hommes doivent s'asseoir, réfléchir. Quand vous prenez une famille où vous avez de nombreux enfants qui n'ont pas d'avenir, si vous, en tant que femme mariée, vous n'avez pas d'enfants, pourquoi vous ne piochez pas dans cette multitude d'enfants de la famille pour les élever? Parce que tout enfant est enfant et l'enfant ne reconnaît que celui qui s'est occupé de lui. Mais la descendance, on dit... filiale est toujours plus... Monsieur Tanguy, nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous descendons d'Adam et de Ève. Ouais, donc c'est ça. Pour moi, on ne doit plus beaucoup se casser la tête. Et c'est ça. C'est ça l'Afrique ancestrale. Voyez, quand vous prenez, vous sautez notre génération, la génération de nos pères, de nos tantes, vous allez voir qui n'ont pas été élevés par leurs parents, par leur papa ou leur maman. C'est les tantes, les oncles et autres. Voilà, c'est ça la famille. C'est ça qui fait... Mais ça n'existe plus aujourd'hui. C'est pour cela que le lien filial est davantage plus important entre une mère et un enfant qu'elle a élevé. Non, nous devons savoir où nous allons. Est-ce que là où nous allons vaut mieux que là où nous avons quitté? Et c'est à nous de revoir. On doit revoir les bases de la société. On doit revoir ça. Alors, on a bien l'impression que la société est relativement tolérante, en tout cas, face à un homme qui n'a pas, mettons, fait un enfant. Mais est-ce que dans la réalité, c'est vraiment ça? Parce que moi, j'ai vécu personnellement des situations où un monsieur bien riche, avec beaucoup d'argent, etc., qui n'a pas réussi à faire féconder sa première épouse, sa deuxième épouse, les deux sont partis. Après, quand elles sont parties, elles ont pu faire leur enfant ailleurs. Mais il mourait à petit feu, l'homme. Donc, ce n'est pas forcément un problème lié à la femme. Oui, ce n'est pas un problème lié à la femme, mais la plupart du temps, ce sont les femmes, parce que, en fait, c'est là où il faut expliquer un peu... Comment ça fonctionne Non, l'obligation par moment de prendre une autre femme chez les Africains. Ah, d'accord. Voyez, quand vous avez votre première épouse qui ne fait pas d'enfant, tout de suite, on ne voit pas que c'est l'homme. Voyez, on lui prend une autre femme. Deuxième femme, oui. Et parmi ces femmes qu'on prend, il y a au moins une qui va faire d'enfant. Elle se voyait. C'est quand la deuxième ne fait pas, la troisième ne fait pas, qu'on commence à dire attention, il semble que notre monsieur doit avoir un problème. Mais aujourd'hui, comme je dis, grâce au progrès de la civilisation, c'est des choses qu'on peut rapidement réparer. Il suffit
que l'homme, vous savez, la nature ne peut pas vous empêcher d'avoir de l'argent et en même temps vous éloigner de ces bienfaits naturels. De ces bienfaits naturels de procréer. Oui. Ou vous procréez et vous n'avez pas d'enfants, ou vous n'avez pas d'enfants et vous avez de l'argent. C'est quoi cet équilibre divers où on ne peut pas tout vous donner en même temps et être tranquille? Non, la nature elle-même, quand vous lancez un regard, vous allez voir qu'il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des zones désertiques, il y a des zones humides, il y a de petits arbres, il y a de grands arbres. La nature est comme ça. C'est un lieu de concurrence, c'est un lieu de compétition. J'ai lu tous vos ouvrages et ce qu'on peut retenir globalement, c'est que votre univers a toujours exploré la condition de la femme. Tantôt vous la voyez un peu en difficulté, tantôt vous la hissez comme, je dois dire, l'élément espoir qui porte le monde et l'humanité. Et je n'ai pas l'impression que vous avez une petite attention pour l'homme. L'homme, il n'a pas besoin qu'on le célèbre. Je suis un homme. Oui, mais c'est ça qui me surprend justement. En réalité, en célébrant la femme, je suis en train de célébrer l'origine de l'homme. Ok, mais pas l'homme lui-même. Non, en fait, quand nous sommes en train de louer un roi ou de louer l'enfant d'un roi, en fait, par ricochet, c'est le roi que nous sommes en train. Nous venons tous de la femme. Et la femme, c'est elle qui s'est occupée, elle s'est vraiment investie à nous éduquer. Elle nous a donné nos premières armes, c'est elle qui nous rassure. Et elles ne se sont pas seulement contentées de nous élever, de nous donner la vie. Elles sont aussi nos compagnons, elles sont nos épouses, vous voyez. Elles nous accompagnent, elles nous supportent, vous voyez. Et quand nous avons un problème, elles sont là avec nous du matin au soir. Elles se voient. Donc, un tel être doit être célébré, doit être magnifié. En réalité... Je ne dis pas le contraire. Je dis, est-ce qu'on n'a pas un peu de place aussi à accorder à l'homme? Bon, je n'ai pas, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi avec... beaucoup de femmes? Entre mes grandes sœurs, j'ai 7 grandes sœurs. Et après, moi, j'ai 3. Donc, j'ai grandi dans un univers de femmes. Si peut-être j'avais grandi parmi les hommes, j'aurais pu penser aux hommes. Mais pour le moment, puisque je vois comment elles sont traitées, je vois que pour faire équilibre, il faut parler des femmes. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et sur quoi M. Banakoroji travaille actuellement? Vous savez, la nuit, dans le ciel, il y a beaucoup d'étoiles. Et donc, l'homme est à l'image du cosmos. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent. À la fois, je suis en train de travailler sur le rêve en devenir. C'est une satire politique. Je suis en train de travailler sur un autre roman que j'ai intitulé Coupable. Je suis en train de travailler sur un autre roman que j'ai intitulé L'argent du serpent. Vous voyez, donc il y en a. Je suis en train de travailler sur plusieurs bras à la fois. Voilà, sur un autre roman, L'initiation manquée, qui parle de ma propre vie, où j'ai grandi auprès d'un oncle qui maîtrisait la science africaine, qui maîtrisait ce que nous appelons aujourd'hui le Fa. Vous voyez? Mais je suis allé à l'école et tout le temps, je me disais, il faut que j'aille auprès de ce sage-là pour apprendre. Mais j'étais là à hésiter, vous voyez, jusqu'à ce qu'il est reparti, il a rejoint le Seigneur. C'est quand même curieux, hein? Quand on va à l'école, on n'a pas ses regrets. Il paraît que tout ce qui touche à nos traditions, c'est mauvais, non? Bon, c'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas ça. Au fait, c'est pas ça. Nous avons traversé des millénaires, vous voyez. Donc, sans science, on ne peut pas vivre sur cette terre. Vivre sur la terre demande qu'on maîtrise la science, vous voyez. Et nos ancêtres l'ont vraiment maîtrisé, vous voyez. Donc, il fallait juste faire la conjonction des civilisations, prendre ce qui est positif de part et d'autre. C'est ce que nous devrions faire et c'est ce que les Africains doivent faire. Beaucoup ont commencé par le faire. Bon, nous allons nous joindre à eux et montrer à travers l'initiation manquée que nous sommes en train de laisser derrière nous toute une richesse qui devrait aider l'Afrique à se signaler dans le concert des nations.
Husseini Tanko Banakoroji, merci d'être venu sur l'Actu Matin. C'est moi. Très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on marque une pause, le temps de vous inviter à suivre le magazine de ce jour. Novembre, seulement sur Canal+. On vient de signer Michael Jordan. Donc il faut vraiment que tout soit parfait. Le son, les lumières. Cinéma, sport, séries et grands spectacles, les cadeaux sont déjà là. Jusqu'au 30 novembre, le décodeur HD est à 5 000 francs pour 2 mois d'abonnement à la formule Access. En plus, l'installation est offerte. Et si vous vous réabonnez à votre formule habituelle, profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option DSTV English+. Tu vois mon pote, quand je fais le calcul, Canal Box c'est vraiment top. J'ai internet avec la fibre et c'est ultra rapide. Avant, je rechargeais tous les jours 1 giga pour elle, 100 mégas pour lui. Maintenant, je paye une fois par mois ma connexion. Ça me coûte moins cher, c'est illimité. Imagine les économies. En ce moment, les frais d'installation sont en promotion. Rendez-vous en boutique Canal+ ou contactez votre vendeur Canal Box. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Quels sont les motifs qui doivent marquer vos pagnes pour la dot et pourquoi? On en parle aujourd'hui dans votre magazine Chic et Pratique qui reçoit pour vous une commerçante de pagne. Alors pour une dot réussie, on a l'habitude de dire que pas d'hibiscus, pas de mariage. Alors regardez, ça c'est le motif hibiscus qui symbolise l'harmonie dans le foyer, un mariage réussi et tout, voilà. Nous nous invitons dans vos cuisines aujourd'hui. Je suis à la cuisine et à une étape de la cuisson, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sel dans le repas. Comment y remédier? On en parle avec notre invité du jour. Par exemple, à la fin, quand le riz a fini par exemple, de préparer, vous vous rendez compte que c'est salé. Vous coupez une pomme de terre en deux, et mettre dans la sauce. Là, ça absorbe le sel dans. Comment réussir la salsa? C'est le thème de ce numéro de votre magazine Chic et Pratique. Il faudra constater qu'il y a les mouvements qui varient en fonction des hommes et des dames. Les hommes ici, nous allons les appeler les cavaliers et les dames les cavalières. Face au miroir pour décrypter l'actualité liée aux faits de société. Un gros sujet à la une de nos échanges ce matin. Quel regard portez-vous sur la dot aujourd'hui? La dot en soi, normalement, c'est le mariage. S'il ne fait pas officiellement la grande dot, la femme ne bouge pas. C'est ça. Et le gars dit que, bon, si c'est ça, il faut choisir entre ta famille et moi. Il y a des hommes qui, après mariage, ils abandonnent tout, ils n'ont rien fait encore. Ça. Il y a beaucoup de couples qui sont là. Annuellement, ils n'offrent pas aucun plaisir à sa femme. Tu es un homme, tu n'arrives pas encore à satisfaire correctement ton épouse à la maison. Elle sait, elle dit, bon, j'ai déjà des enfants ici, je me contente de ça.
Et c'est en plus de ça, c'est ça qui sort pour aller prendre encore une femme dehors. Téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Alors, je dirais que la date aujourd'hui, c'est vu comme autre chose. Ce n'est plus symbolique. Oui, je suis votre émission depuis Baricon. On vous est d'accord. Je vois que c'est très intéressant et j'ai voulu donner mon point de vue. Allons-y, ça nous fait plaisir aussi. Sur les flancs du fleuve Ouémé, à Akbadanou, dans la commune d'Adjourou, un jeune promoteur agricole a installé sa ferme piscicole. Sur un espace qui occupe 6 hectares environ, il a étalé ses étangs en creusant dans la terre molle et riche du bas-fond. Ici sur le site, nous avons 139 étangs de 200 mètres carrés. Nous avons 4 étangs de 400 mètres carrés et nous avons 12 étangs de 50 mètres carrés, pardon. Ça là, c'est les petits étangs. Nous élevons les clarias et nous élevons aussi le tilapia et surtout le tilapia. Le clarias, nous avons démarré son élevage depuis plusieurs années. Mais suite à la baisse de Naira, de l'échange de Naira, on a dû abandonner pratiquement ça. Et c'est quelques étangs seulement qui contiennent les clarias. Uniquement les gens de Nigeria font un mets avec le clarias. Donc, comme l'échange ne portait plus son fruit, et le prix auquel nous-mêmes nous achetons les proventes fait qu'on ne peut plus continuer. En décidant d'installer la ferme dans la nature, le promoteur avait un objectif: profiter au maximum de l'environnement et de ce qu'il offre pour faire prospérer son initiative et surtout proposer à la clientèle de quoi manger sainement. Et quand vous consommez notre tilapia, c'est tout comme si c'est venu du fleuve. Ce n'est pas, on ne sent pas le goût de l'élevage. Tel que vous-même vous le voyez, vous voyez que nous sommes dans un milieu naturel. Les poissons vivent naturellement et nous utilisons peu de proventes parce qu'il y a les plantes et autres ressources dans les étangs que les poissons consomment. Et sur les digues, nous faisons un peu le jardinage. Donc nous faisons les légumes un peu pour ne pas perdre l'espace. Ici donc, la nature est au service de l'élevage des poissons et chaque centimètre carré est utilisé pour faire profiter aux produits halieutiques les bienfaits de la nature et de ses éléments. Oui. Les poissons mangent les herbes qui sont dedans. Vous allez voir
les racines. Le soir même, quand vous venez, ou bien, si vous voulez, je peux chercher la feuille de moringa là, hein, et tout de suite mettre ça dedans, et vous allez voir qu'ils vont commencer par consommer ça. Même si je cherche les feuilles de manioc, vous allez voir, ils vont commencer par manger devant vous. Donc, c'est pourquoi l'élevage dans le milieu naturel est plus bénéfique que l'élevage dans les bassins. Les bassins, c'est vous qui apportez tout au poisson. C'est vous qui apportez tout. Alors que dans les étangs, dans les bas-fonds, ou bien sur les fleuves avec les cages flottantes, ce n'est pas seulement votre alimentation qui sert les poissons. Vous allez voir d'abord, il y a des petits alevins là qui se dirigent vers ces feuilles. Il y a d'autres qui se cachent sous ces feuilles. Et vous allez voir tout à l'heure, ils vont commencer par manger un peu. La feuille de moringa n'est pas pour polluer l'eau, non. Au contraire, la feuille de moringa purifie l'eau. Et non seulement ça, c'est riche en protéines. Donc, ça nourrit et renforce aussi les poissons. C'est pourquoi dans toute composition, dans toutes les compositions que nous faisons pour les provender, on met toujours la poudre de moringa dedans. Et ça nous permet de réduire le coût de la provente. On met un peu dans tous les étangs. Nous le faisons 3 fois par semaine. Et comme on traite les volailles, on leur donne de produits, c'est-à-dire de médicaments pour les traiter. Ici, c'est ceci, nous donnons à nos poissons et tilapia. Et puis, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de tilapia mort, parce que il y a certaines fermes, quand vous vous levez, vous trouvez des tilapias à la surface tous les jours. C'était ici. Et pourquoi? Bien. Dans le bas-fond, il y a plusieurs types d'espèces. Dans Zola, ici, nous avons le mâle, la femelle. Ici, c'est la femelle. Vous allez voir, les poissons vont s'abattre pour pouvoir consommer ça. Voilà. Donc, ceci nous aide à réduire le coût de la provente. Ça nous aide beaucoup. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des étangs là-bas. Et c'est uniquement là-bas on fait la multiplication de cet espace. De cette espèce, on fait sa multiplication. Au début, on empoisonne l'étang. Et avec le nombre d'alevins que nous avons mis dans l'étang, c'est en fonction de ça, on les nourrit. Et il y a les étangs de pêche, nous avons les étangs de pêche. On les met dans ces étangs de pêche-là, c'est-à-dire les poissons qui sont prêts à consommer. Donc, c'est dans les étangs de pêche, on les pêche pour aller vendre. Faire de l'élevage de poissons dans des étangs naturels présente un certain nombre de contraintes. Ici, sur cette ferme, on ne pêche les poissons que tôt les matins ou les soirs au coucher du soleil. Cela appelle beaucoup de précautions et de détails que faire l'expérience en dehors des prévisions est quasi impossible. Il faut attendre demain. Le lendemain, très tôt le matin, les pêcheurs sont mobilisés pour la pêche expérimentale.
Il faut commencer par communiquer avec les poissons. Les gros poissons ont tendance très tôt le matin à bien manger, plus que les petits poissons. Et comme c'est les gros poissons nous voulons, c'est pourquoi on les a alimentés d'un côté. Donc on met suffisamment le filet par terre pour que les poissons ne passent pas par le bas. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Vous allez voir aussi les bouts. Et la majorité des poissons pour s'échapper, ils passent par le bord. Donc c'est pourquoi le pêcheur fait tout possible pour contrôler le bord pour que les poissons ne s'échappent pas. Nous sommes déjà à la fin. Donc le pêcheur essaie de soulever maintenant les abords du filet pour garder les poissons pêchés. Vous voyez, les poissons aussi s'échappent et ils se défendent. Ils se défendent. Voilà comment ça se passe. On va contrôler les poids et vous allez voir les gros déjà à partir de 200 grammes. C'est les poissons que nous sélectionnons. On les met dans les étangs de vente et au retour maintenant on les nourrit activement. Ici le poids ça fait 0,50. Ça fait demi-kilo. Demi-kilo dans 2-3 mois. Et je pense que ça doit donner, nous avons combien de poissons ici? On a 3. Et nous avons 8 poissons là. Donc dans 2-3 mois, on doit avoir 3 kilos. Les demi-kilos vont donner 3 kilos. Ces contrôles, l'équipe les fait de façon cyclique avec toute la rigueur qui doit accompagner. Une première contrainte qui s'ajoute au préalable qu'il faut pour entrer dans cette activité assez délicate mais rentable selon les acteurs. Ici, c'est un étang de vente. Et maintenant, on les met dedans. Et je vous assure, c'est rentable. C'est pourquoi j'ai parlé de la formation en premier lieu. Si vous avez les techniques qu'il faut, c'est rentable. Et surtout, les tilapia mixtes, je vous l'avoue, si vous n'avez même pas de moyens et vous voulez le faire, vous pouvez le faire, compte tenu du milieu. Mais dans les bassins, il faut de gros moyens pour pouvoir élever les poissons dans les bassins. Mais dans les milieux naturels, vous n'avez pas besoin de gros moyens. Et dans les milieux naturels, c'est encore plus rentable que dans les bassins, c'est-à-dire sur la terre ferme. Avant de démarrer, avant de mettre les alevins dedans, il faut la disponibilité d'abord des proventes. Sinon, un seul jour, si vous ratez un seul jour d'alimentation, il vous faut 2 semaines pour récupérer une seule journée. La construction d'un étang, ça coûte. Si vous n'avez pas les moyens nécessaires, vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas une banque qui finance les activités agricoles. Donc, comme c'est de l'agriculture, pour avoir de financement, vraiment, c'est un peu difficile. Avec le temps, la ferme a acquis en expérience et la partage avec ceux qui le désirent. Des formations sont proposées et des services offerts pour la mise en place, le suivi et l'appui conseil des personnes ou organisations décidées à s'investir dans la pisciculture. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée.
La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a procédé le jeudi 13 novembre 2025 à la publication de 9 différentes décisions dans le cadre de la régulation des médias au Bénin. Il s'agit de plusieurs décisions, dont celle relative à la suspension et au retrait de la carte de presse à certains professionnels des médias, au retrait du bouquet TNT de certaines télévisions et à la fermeture de Radio Océan FM pour une durée d'1 semaine. Ces différentes décisions ont été rendues publiques au siège de l'institution à Cotonou. Un acte de rigueur pour mettre fin à certaines irrégularités et mieux assainir le secteur au Bénin. Et vous allez voir que sur la TNT, vous avez des noms, vous n'avez pas de programme dessus, ou bien c'est de la musique 24 heures sur 24 heures, ou bien ça n'a pas de programme. Et pourtant, l'État a beaucoup investi. C'est une nécessité, là aussi, de faire le ménage. La Cour constitutionnelle a validé le jeudi 13 novembre 2025 les 2 duos candidats à l'élection présidentielle d'avril 2026 au Bénin. Il s'agit des duos candidats Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata et Paul Hunkwe Judikael Roch Huanou. Cette validation intervient après la visite médicale passée par les 2 duos à la Cour constitutionnelle. Le Collège de médecins a déposé son rapport au greffier en chef avec remise immédiate au président de la Cour constitutionnelle. Selon le dit rapport, les 4 candidats remplissent les conditions de l'article 44 de la Constitution qui stipule entre autres que nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il ne jouit d'un état complet du bien-être physique et mental constaté par un collège de 3 médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle. En conséquence, sont autorisés à participer à l'élection présidentielle du 12 avril 2026 les duos de candidats dont les noms suivent dans l'ordre de dépôt des déclarations de candidature à la Commission électorale nationale. Duo 1, M. Kossi Mbweke Romuald Wadayi, candidat à la présidence de la République. Madame Mariam Chabi Talata, candidate à la vice-présidence de la République. Duo 2, M. Paul Hunkwe, candidat à la présidence de la République. M. Roch Judikael Huanou, candidat à la vice-présidence de la République. Pendant ce temps, la Commission électorale nationale autonome a officiellement reçu le mercredi 12 novembre 2025 la liste électorale informatisée LEI. Cette liste, élaborée et mise à jour par l'Agence nationale d'identification des personnes, est désormais aux mains de la Sénat pour l'organisation des élections générales de 2026. Cette remise a été faite à travers une cérémonie simple mais empreinte de solennité. Le directeur général de l'ANIP n'a pas manqué de souligner à l'occasion le caractère rigoureux et collaboratif du travail abattu par ses services. Travail conduit dans le respect des principes de fiabilité et de transparence. Cette étape du processus électoral répond aux dispositions de l'article 17 nouveau de la loi 2024-13 du 15 mars 2024 portant code électoral en République du Bénin. Cela nous fait des tâches de stress à moins, puisque sûr que les choses se déroulent telles que programmées depuis le départ. La représentation résidente de la CEDEAO au Bénin a lancé mercredi dernier son initiative dénommée Village du cinquantenaire de la CEDEAO. C'est un projet mis en œuvre dans le cadre de la célébration des 50 ans d'existence de l'organisation sous-régionale. Au programme de 3 jours de manifestation, une fois regroupant des produits locaux africains, des expositions culturelles, artisanales et gastronomiques, ainsi qu'une participation active des femmes venues de diverses communautés africaines, des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Une vitrine du savoir-faire africain et une illustration concrète de l'intégration économique et culturelle prônée par la CEDEAO. Ce village symbolise l'unité, la solidarité et la résilience entre les peuples ouest-africains. La cérémonie de lancement s'est déroulée dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. En exposant au public la richesse et la diversité du programme du village, nous voulons offrir à chacun l'occasion de s'approprier pleinement
les différentes activités, d'en mesurer la portée et de participer activement à ces 3 jours d'échange, de célébration, de communion communautaire, mais également d'introspection. Le ministre des Affaires étrangères a reçu lundi dernier à son cabinet l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Ghana désormais installé à Cotonou. Il est allé présenter les copies figurées des lettres de créance et de son accréditation au Bénin. Ensemble, ils ont fait le tour d'horizon des relations bilatérales entre les 2 pays. Selon Mohamed Aboubakari Manaf, il est important de renforcer cette coopération pour améliorer le bien-être des peuples béninois et ghanéens. Ceci pour le bonheur de la sous-région ouest africaine. À sa suite, c'est la représentante résidente du Fonds international de développement agricole qui a été reçue. Elle a annoncé sur place ses ambitions pour rendre plus dynamique le partenariat entre le FIDA et la République du Bénin. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Dernière ligne droite de cette émission avec notamment le commentaire de Franck Aounou. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. Le samedi dernier, notamment profitant de la nuit, les députés ont une fois encore touché à la Constitution. Alors, à votre avis, a-t-on avancé ou pas? Je dirais qu'on a avancé à travers cet état des députés. C'est d'abord une sorte de rationalisation du pouvoir à travers ce que les députés ont fait dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Les réformateurs ont mis en avant la nécessité de corriger, disons, les imperfections d'un texte vieux de 3 décennies, notamment pour renforcer l'efficacité de l'État en introduisant une forme de stabilité institutionnelle, un objectif majeur qui est de garantir une meilleure continuité de l'État, et des mécanismes ont été introduits pour harmoniser le fonctionnement des institutions et théoriquement rendre le jeu politique moins dispersé. C'est par exemple la création du Sénat, censé jouer un rôle de facilitateur, de régulateur, de conciliateur, capable de juguler d'éventuelles crises qui pourraient naître entre le Parlement et le président de la République. En second lieu, cette révision a été proposée, défendue et obtenue par les députés pour des raisons d'assainissement du paysage politique béninois. C'est pour rendre le jeu politique plus responsable et mettre l'activité politique au service du développement selon leur argumentaire. Cela passe pas, selon les auteurs de la proposition de loi, par la trêve politique. Ils y ont trouvé un moyen efficace de permettre à ceux qui sont dans l'opérationnel de dérouler leur programme sans avoir affaire à des difficultés politiques telles qu'on l'a observé par le passé et qui bloquaient par moment, disons, le développement de la nation. Cette révision couplée au nouveau code électoral va remodeler notre mode de vie et, in fine, de stabiliser le fonctionnement des différentes institutions de la République. Cette révision a donc une portée, à mon avis, historique, parce qu'elle a apporté assez de nouveautés, mais aussi parce qu'elle a pris le soin de ne pas toucher aux fondamentaux qui rendent très frileux les uns et les autres et qui pourraient nourrir des inquiétudes majeures. Il s'agit de la limitation du nombre de mandats, de la question de la laïcité de l'État et bien d'autres points. Et tout changement appelle à des défis. Et quels sont les défis qui nous attendent aujourd'hui? Si la portée de cette révision réside dans la volonté d'établir une certaine stabilité, de réguler au mieux, disons, l'activité politique pour qu'elle ne soit pas un frein au développement, les défis, eux, se posent en 3 angles à mon avis. D'abord, le passage du mandat présidentiel de 5 à 7 ans à partir du prochain scrutin pose le défi de l'équilibre. Bien que visant à renforcer la stabilité, cela soulève chez certains analystes déjà des craintes de concentration excessive du pouvoir sur une longue durée, malgré le maintien de la limite des 2 mandats. Mais les initiateurs de la loi et l'ensemble des députés qui ont apporté leur caution à la chose défendent très bien cet aspect et semblent rassurés. Ensuite, concernant
La mise en place du Sénat, la création d'une seconde chambre représente un défi financier et institutionnel. Il faudra définir précisément son rôle, son efficacité réelle par rapport à l'Assemblée nationale et s'assurer que cette nouvelle instance ne devienne pas un organe purement politique coûteux, mais un réel outil de représentation et de modération législative, et surtout travailler à éviter un chevauchement des rôles. Ce sera une grosse faiblesse de cette révision actée et sa correction pourrait nous conduire dans le décor. Enfin, le troisième défi que j'y trouve, c'est celui relatif à l'appropriation citoyenne. Il faut faire en sorte que le texte soit suffisamment vulgarisé, qu'il soit compris et expliqué pour l'ensemble des composantes de la nation. Ce faisant, en tout cas, le Parlement ou encore le gouvernement gagnerait à taire les doutes, à calmer les incompréhensions suscitées dans l'opinion. En conclusion, la révision constitutionnelle est bien un acte historique. Sa portée est celle d'un État plus organisé. Et si les choses sont faites dans les règles de l'art, ces défis, en tout cas ceux d'une démocratie qui doit rester ouverte, mais on l'appréciera davantage à l'épreuve et dans sa mise en œuvre. Les députés ont-ils raison de nous amener sur un tel terrain? Les jours, les mois, les semaines, les années à venir nous édifieront davantage. Merci à vous, Franck. Pardon. Mesdames et messieurs, voici nos débats. – 8h45 à Cotonou. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Le riche, bonjour. Les députés ont révisé la nuit du vendredi à samedi la Constitution, Eric. En effet, je pense que les Béninois savent aujourd'hui que la Constitution a été révisée. Mais à l'arrivée, on a vu justement les changements, les modifications que les députés ont apportées à notre Constitution. Et je pense qu'en outre, nous avons le mandat présidentiel qui passe de 5 ans à 7 ans. Cela se justifie aisément par ce que nous savons depuis toujours. Les 5 ans, nous savons quel temps vraiment un président élu pour un mandat de 5 ans consacre véritablement aux questions de développement, à la mobilisation des ressources, à la planification des projets et puis à leur mise en œuvre. Tout ceci prend suffisamment du temps et en même temps commencer par préparer justement sa campagne pour une réélection. Donc tout ceci, on voit combien les présidents, une fois élus, se retrouvent justement dans la corde avec la pression du temps, la fin du mandat et puis tout ça. On n'a pas toujours l'esprit apaisé pour véritablement dérouler son programme. Je pense qu'aujourd'hui, à travers cette modification, les députés offrent un temps relativement raisonnable, 7 ans, à un président, une fois élu, de s'occuper à la fois de son programme et en même temps d'avoir un temps relatif si toutefois il avait la possibilité de revenir. Donc je pense que ça, c'est un problème qu'on a réglé parce qu'on avait toujours évoqué. Le Sénat, je pense que c'est le grand débat qui se fait autour de cette nouvelle institution créée et qui justement doit apporter un certain équilibre, doit veiller aussi au comportement, aux déclarations justement des acteurs politiques pour que un président qui déroule son programme soit véritablement concentré à le faire et que la politique aérienne que nous avions connue et qui a tendance parfois à prendre le dessus sur le champ de développement a même, je dirais, empêché parfois, déstabiliser même les programmes de développement, amener même parfois les investisseurs à être réticents, n'est-ce pas, et puissent ne pas exister et que ce Sénat puisse véritablement veiller à ces écarts justement que nous observons dans notre démocratie. Alors, j'entends bien les critiques nourries dans le sens de ce que, avec cette révision de la Constitution et les nouvelles dispositions, eh bien, c'est notre démocratie qui est à terre.
Non, je pense que c'est trop exagéré, justement. Et on comprend bien l'objectif de ce genre de critiques qui tentent parfois à faire peur à nos concitoyens sur le travail qui a été fait. D'abord, il y a de peur que de mal parce qu'on a révisé une constitution. La grosse crainte, c'était qu'on le faisait pour que Patrice Talon puisse s'éterniser au pouvoir. À l'arrivée, on se rend bien compte que la phrase qui nous permet à tous d'avoir la parfaite assurance de ce qu'un président, au de sa vie, ne peut aller au-delà de 2 mandats, ça a été conservé, justement. Donc, c'est toujours un élément fort de notre démocratie en termes de l'alternance, justement, qui a été renforcé et qui a été maintenu. Ce qui est très rare dans le contexte actuel de notre sous-région où, pour ce que nous observons, quand vous avez une majorité et que vous avez la possibilité, avec tout le pouvoir qui est concentré dans la main d'un chef d'État, eh bien, on révise plutôt les constitutions pour que cette possibilité de s'éterniser au pouvoir soit une possibilité. Ça n'est pas le cas chez nous parce que, justement, on veut toujours donner l'exemple de ce que nous sommes dans une démocratie et que l'alternance au pouvoir reste toujours un principe important de notre système démocratique. Ulrich. Ouais, nous avons suivi avec beaucoup de surprises que la révision de la Constitution, c'est vrai qu'on a entendu des explications de part et d'autre, mais vous savez, c'est dans la faisabilité des choses, dans l'application des lois, qu'on pourra véritablement identifier si nous avons fait le bon pas, nous avons fait un très bon pas ou un pas qu'on doit peut-être parfaire. Le plus important, c'est que le pas est posé. Et ça, plus personne ne peut revenir en arrière pour corriger quoi que ce soit. On peut à la limite affiner ce qui est fait jusque-là. Déjà, quand on fait la lecture, on constate que quelque part, soit les partis, en fait les députés du groupe parlementaire de l'opposition ont soit pris part à ce vote-là de façon positive, ou soit ont quelque part désobéi, ont trahi leur propre cause. Ça peut se lire de différentes manières. Chacun essaie de lire selon son angle de vue. Et le deuxième aspect, c'est que vous voyez aujourd'hui, quand on regarde les dispositions qui sont prises au niveau dans la modification de la loi fondamentale aujourd'hui, et ça me rappelle quand je voyais certaines personnes défendre à corps et à cri le système partisan dans le temps où certaines personnes attiraient l'attention sur certains aspects de cette application en disant attention, c'est bon tel que vous le faites, mais il faut y réfléchir et voir la bonne formule. Aujourd'hui, vous voyez, dans la nouvelle constitution modifiée, on a constitutionnalisé, je dirais oui, c'est ça justement, on a constitutionnalisé l'interdiction de transhumance sur tout ça. Vous voyez, ça veut dire que quelque part, on reconnaît que de l'autre côté, au niveau du système partisan, ça n'a pas véritablement donné le résultat escompté. Donc, ça veut dire que quelque part, ce que cela reprochait dans le temps en disant que tel que le système partisan était conçu, il y avait des failles. Effectivement, là, c'est parce qu'il y a faille qu'aujourd'hui, on a été obligé de constitutionnaliser en faisant en sorte que le député qui veut quitter son parti perde son poste. La preuve, vous voyez aujourd'hui, malgré la présence du système partisan, il y a eu 6 démissionnaires du Parti des démocrates, mais qui, malgré leur démission du groupe parlementaire, ont eu quand même la possibilité encore de voter, de se positionner. Si éventuellement le système partisan était assez puissant, normalement, ceux-là qui ont déserté à la limite ou qui ont quitté le groupe parlementaire, si la loi était forte, je pense que normalement, il n'aurait pas encore eu cette force-là. Donc, ouais, c'est pour vous faire comprendre que quelque part, c'est vrai qu'en constitutionnalisant, ça prouve aujourd'hui qu'on doit permettre à chaque membre qui vient au Parlement sous la bannière d'un parti puisse respecter ses engagements. C'est vrai que ça avantage. Parlons maintenant du mandat du président de la République et du mandat des députés. Déjà, aujourd'hui, on était à 5 ans, maintenant on est passé à 7 ans. Plus aucun président ne peut dire aujourd'hui qu'avec 7 ans, qu'il n'a pas pu quand même dérouler son programme d'action pour véritablement impacter le développement du pays. Il y a aussi la trêve qui est mise en place là, ce qui permettra au président de la République d'avoir véritablement les coudées franches pour mettre en place son dispositif. Alors, il ne sera plus dédouanable quand à la fin de son mandat, il dira qu'il a été dérangé par l'opposition, aussi ou ça. Donc, je pense que c'est
aussi ça. Les députés qui ont aussi 7 ans aujourd'hui, a priori, doivent normalement, véritablement, faire un travail de fond, surtout par rapport au toilettage des lois avant de les voter, de sorte à ce que les lois ne soient plus votées de manière, je dirais, opportuniste, parce qu'il ne faut pas qu'on attende juste une situation pour dire oui, on va vite voter cette loi, on va vite voter cette loi. Non, parce que au-delà de tout, c'est le développement du pays qui est impacté. Donc je pense que c'est un travail de fond qui a été fait, c'est un travail qui a été fait. Est-ce que ce travail, tel que ça a été fait, a pris en compte tous les aspects? Je ne peux le dire. Toute loi est perfectible, donc a priori j'estime que si éventuellement on constate qu'avec ce qui a été voté dans la nuit du vendredi au samedi ne répond pas véritablement aux aspirations, certainement on reviendra encore pour retoucher des aspects. Oui, alors, Franck. Première chose, lorsque vous écoutez un peu les explications données par les députés, que ce soit ceux qui ont proposé la loi ou l'ensemble des autres députés qui ont voté pour, on se base sur les expériences qui ont été accumulées depuis 90 à aujourd'hui, où notre constitution a fait du chemin. Près de 3 décennies après, on dit qu'il est temps, au regard de ce qu'elle a été, la loi a été véritablement éprouvée, sa mise en œuvre a donné lieu à des constats. Sur cette base-là qu'on a fait cette proposition de loi pour adapter notre loi fondamentale, notre constitution au changement du monde et à l'évolution que nous observons aujourd'hui au Bénin. Deuxième chose, c'est que la période choisie pour le faire, certainement, a permis à Patrice Talon, président de la République, qui a pris les rênes de ce pays depuis 2016, de faire un certain nombre de constats à son niveau. Et il a remarqué, à travers l'exercice du pouvoir, qu'on peut certainement apporter une retouche pour permettre au pouvoir d'être plus fluide, pour permettre, pour booster davantage le développement. Et ça, ce sont des argumentaires assez solides pour moi. Lorsque on les évoque, je sens que il y a une volonté de bien faire. Mais entre la volonté de bien faire et ce que les hommes vont en faire, c'est là, moi, mon inquiétude, parce que toute loi ne vaut que ce que les hommes en font. Demain, qu'est-ce que cela va donner dans l'application? C'est là que moi, je me dis, il faudrait véritablement prendre les dispositions pour que ce que l'on vise à travers cette révision-là puisse produire des effets assez positifs pour notre nation. Parce que si on fait tout ça, et que après nous remarquons encore des failles, certainement il y en aura, mais il ne faudrait pas qu'il y ait des failles assez majeures au point de nous faire regretter ce qui a été fait là. Désormais, on aura le Sénat, désormais le mandat du président va passer de 5 ans à 7 ans. J'espère que ça va être plus efficace pour permettre au président de pouvoir dérouler un programme qui puisse produire des effets, qui puisse produire, disons, des résultats assez probants sur le terrain. Il y a l'alignement des mandats avec les élus, les maires, les députés. Il y a également la lutte contre la transhumance, et Ulrich l'a dit tout à l'heure. Donc, les aspects sont positifs. Sur papier aujourd'hui, les aspects sont positifs. Nous connaissons notre classe politique. Il y a cette vision qui est nettement affichée, mais on connaît comment les acteurs politiques eux-mêmes parfois ont du mal à accepter ce qu'ils se sont donnés comme règle. Et c'est là toute mon inquiétude. Je me pose la question, qu'est-ce que les acteurs politiques vont en faire? Mais j'ai une petite assurance quant au rôle que le Sénat va jouer, et on espère bien que tel qu'on les a désignés, ceux qui ont un certain niveau de sagesse, ceux qui ont certains bagages pour mieux apprécier les choses, que ce sera le cas effectivement pour que nous ayons une république mieux dirigée et puis un pouvoir qui soit véritablement capable de mettre en place un programme pour dérouler un programme pour le bien-être des populations. La révision, au départ, quand on a jeté les mots dans l'opinion, on a eu très peur. À l'arrivée, on se rend compte que tout au moins, ces principes sacro-saints, à savoir la limitation du nombre de mandats, à savoir la laïcité de l'État et ces autres points qui font dresser les cheveux sur la tête des populations n'ont pas été retouchés. C'est déjà une bonne chose. On verra bien, on retient nos souffles au pouvoir,
dans la mise en œuvre. Vous avez vu le système partisan, la charte des partis politiques, le code électoral. Nous sommes en train de mettre en œuvre ce code électoral-là et déjà on peut savoir qu'est-ce qu'il faut revoir pour améliorer. Et donc c'est à l'épreuve qu'on saura très bien si cet arsenal juridique-là nous fera plus de bien ou plus de mal. Ulrich. Le plus important, c'est que la loi est votée. Maintenant, il ne reste qu'à l'appliquer et à laisser les hommes véritablement vivre cette loi. Parce que jusqu'à présent, vous savez, il y a encore beaucoup d'aspects qui ne sont pas encore bien connus du grand public. Et c'est justement dans l'applicabilité que nous allons véritablement découvrir certains aspects. Parce que la preuve, tout à l'heure, je l'ai dit, on a vu la loi sur le système partisan. On a vu comment ça a été vanté de toutes parts en estimant que c'est la meilleure loi qui puisse véritablement discipliner le militantisme au sein des partis politiques. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a véritablement discipliné le militantisme? Je dis non, a priori je le dis, parce que les faits sont là. On a vu beaucoup de dissidents d'un parti X pour aller vers un parti Y, ainsi de suite, et tout ça. On a vu même tout récemment certains qui ont dit qu'ils sont maintenant non inscrits au niveau du Parlement. Est-ce que véritablement le système partisan, à un moment donné, a véritablement joué son rôle? Je pense que non, les faits sont là, les réalités sont tangibles. Si c'était avéré, si ça avait marché, je ne pense pas qu'on ne soit obligé aujourd'hui de constitutionnaliser l'interdiction de la transhumance. Donc je pense que les lois sont perfectibles. Nous évoluons, nous tendons vers de meilleures lois pour amener les gens à véritablement faire ce qu'ils doivent faire. Et j'estime que, tel que la Constitution a été révisée, que Franck l'a dit tout à l'heure, est-ce que ça nous fait plus de bien ou plus de mal? On ne saura le dire tout de suite. Le Sénat est là. Pour l'instant, tout le monde voit l'institution qui sera mise en place. Mais dans son applicabilité, est-ce que véritablement le Sénat va apporter un plus pour la République du Bénin? C'est vrai, a priori, il y a une institution. Mais dans le fond, comment est-ce que ça va se gérer? Dans son fonctionnement, il y a beaucoup d'autres aspects que jusqu'à présent, même beaucoup de juristes aujourd'hui ne maîtrisent pas encore. Donc je pense que c'est en expérimentant cette loi que véritablement on pourra dire, oui, nous avons fait un grand pas, ou attention, nous avons fait un pas, mais il y a des choses à parfaire. Eric. Oui, Tanguy. Non, je pense que dans la vie d'une nation, ce sont des choses qui arrivent. Nous avons une composante de notre architecture en termes d'État qui légifère et qui donne les moyens aux différentes institutions de fonctionner. Et donc, une fois que cette révision a été donc actée avec toutes les modifications dont nous avons connaissance, il ne reste que nous rentrons dans l'application. Et je pense que à ce moment-là aussi, nous aurons encore d'autres éléments d'appréciation pour mieux voir justement le travail qui a été fait par les députés à l'Assemblée nationale. Mais déjà, a priori de bonne foi, nous pensons que le travail qui a été fait pour nous permettre justement de faire des pas et de faire des bons. Vous savez, des investisseurs dans un pays qui a envie justement d'aller loin ne viennent pas investir dans un sentiment d'instabilité ou dans un sentiment de doute, voyez-vous. Donc, tant qu'on peut poser des actes, on peut faire des réformes pour solidifier, pour donner une stabilité justement à notre État, cela ne peut qu'amener les investisseurs à se dire, bien écoutez, on peut justement investir dans ce pays sans avoir le risque, peut-être d'ici 5 ans ou dans l'intervalle de 7 ans, de voir notre investissement s'envoler. Merci, chers messieurs. Bonne journée. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Bonne journée. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. La Constitution du Bénin a nouveau révisé avec succès. C'est ce qu'affiche ce matin le journal du service public La Nation qui relate que la loi fondamentale du Bénin a été à nouveau révisée avec succès par l'Assemblée nationale après l'expérience de 2019. La nouvelle révision constitutionnelle est intervenue le vendredi 14 novembre dernier à la faveur de la séance plénière des députés au Palais des gouverneurs à Porto Novo. 18 articles de la Constitution actuellement en vigueur ont été modifiés. Fraternité de pointer que les députés à l'Assemblée nationale 9e législature
ont adopté le vendredi dernier par 90 voix pour, 19 contre et 0 abstention la loi portant modification de la loi 90-32 du 11 décembre portant constitution de la République du Bénin révisée par la loi 2019-40. À l'issue du vote, ce sont 90 députés qui ont été favorables à l'adoption de cette loi portant révision de la Constitution, tandis que 19 députés, notamment ceux du groupe parlementaire démocrate, sur les 22 que compte désormais ce groupe, qui ont voté contre. Par conséquent, l'article 155 de la Constitution venait ainsi d'être respecté. Un plébiscite qui témoigne de l'adhésion populaire placarde le challenge qui note qu'au finish, 90 députés ont voté pour les innovations apportées à la loi fondamentale du Bénin. 19 députés l'ont rejeté. Mais, souligne Bénin Intelligent, cette révision ne fait pas consensus. Le groupe parlementaire démocrate rejette fermement le vote intervenu dans la nuit du samedi 15 novembre. Réunis au siège du parti à Cotonou, ces députés ont dénoncé un processus chaotique marqué, selon eux, par de graves entorses aux règles parlementaires. Le député Habib Ouroukoubou a fustigé l'absence dans la version mise au vote de certaines retouches annoncées, notamment celles portant sur les réajustements de mandat. Dans son éditorial, Fraternité estime qu'au regard des résultats du scrutin, on est en droit de s'interroger sur la pertinence et la crédibilité des récriminations enregistrées ça et là, en attendant de revenir sur le contenu encore bouillonnant des modifications apportées à la Constitution, car à l'analyse et jusqu'à la dernière minute, les députés LD avaient la minorité de blocage pour renvoyer cette révision constitutionnelle sine die. Mais alors, que s'est-il passé pour que cette validation soit finalement acquise? Et pourquoi, au lieu de trouver le ver qui est dans le fruit, on cherche à cacher une duplicité évidente avec des accusations puériles et risibles? À défaut, elle est rendue exécutoire par la Cour constitutionnelle saisie par le président de l'Assemblée nationale pour tous les cas de demande de seconde lecture. Si l'Assemblée nationale est en fin de session, la seconde délibération a lieu d'office lors de la session suivante. Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Le leader du jour indique, lui, que le test ouvre une nouvelle étape dans la gouvernance politique du pays. Cette adoption est saluée par plusieurs personnalités politiques et constitutionnalistes, dont le professeur Joseph Diogbenou, qui y voit un acte de salubrité publique. Et puis la nation fait observer que le Sénat va désormais coexister avec l'Assemblée nationale. Les deux chambres travailleront ensemble pour un meilleur équilibre institutionnel, un contrôle renforcé et une gouvernance plus concertée. La nouvelle réforme constitutionnelle porte clairement cette ambition à travers la création du Sénat composé de membres de droit et de membres désignés. Sont membres de droit les anciens présidents de la République élus, les anciens présidents de l'Assemblée nationale élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins, et les anciens présidents de la Cour constitutionnelle élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins, sont désignés par le président de la République, cinq personnalités de haut rang ayant été au commandement dans les forces de défense et de sécurité. Et puis le leader du jour rapporte que la Commission électorale nationale autonome a officiellement lancé le vendredi 14 novembre 2025 la phase de dépôt et d'enregistrement des déclarations de candidature pour les élections législatives prévues pour le 11 janvier 2026. À travers une adresse solennelle à la nation, le président de l'institution, Saka Lafia, a annoncé l'ouverture de l'opération dès le samedi 15 novembre à 8 h au siège de la Sénat pour s'achever le 19 novembre à minuit. Cette étape cruciale du processus électoral intervient à la suite de la réception des dossiers relatifs aux élections communales. Dans la suite, le challenge écrit que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin
a annoncé le 13 novembre 2025 un ensemble de décisions à fort impact pour les médias. Ces mesures, prises dans le cadre du vaste chantier de régulation engagé depuis plusieurs mois, visent à assainir, moderniser et mieux structurer le paysage médiatique national. Ces actions s'inscrivent dans la mise à jour du fichier national des journalistes accrédités. Fin de la revue de presse. Rendez-vous demain mardi.